Une nouvelle vitrine pour les producteurs et les produits du terroir dans Portneuf-Jacques-Cartier. J'ai le goût de Portneuf-Jacques-Cartier. Et vous comprendrez qu'il y a un jeu de mots là-dedans. Moi aussi, comme candidat du Parti conservateur, j'ai le goût de Portneuf-Jacques-Cartier, j'ai le goût de servir. Moi, je ne suis pas inquiète. Je fais la meilleure campagne possible. Les gens me connaissent, ils ont vu mon travail au fil des 4 dernières années. Ils savent que je suis à l'écoute, je suis disponible et je suis présente sur le terrain. Moi, ce que je veux faire, c'est être le représentant de Portneuf-Jacques-Cartier à Ottawa et non pas l'inverse. Le métier de porte-parole d'un décideur à Ottawa, dans ma communauté, c'est pas du tout ça que je veux faire. Pour le Bloc québécois et pour moi, Raymond Harvey, la gestion de l'offre est non négociable. De plus, une compensation récurrente de 300 millions de dollars est nécessaire pour éviter le pire à notre industrie du fromage. Bonjour, ici Daniel Young. C'est dans la région de Québec que les conservateurs ont probablement les meilleures chances de faire des gains dans la belle province. Les troupes de Stephen Harper ont identifié Portneuf-Jacques-Cartier, à côté de Québec, comme étant une circonscription prenable pour eux dans la région. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir déloger la députée sortante du NPD, Hélène Michaud. Ce qui, a priori, semblait être une lutte à deux entre le NPD et les conservateurs est vite devenu une bataille à trois avec la remontée des libéraux. Dans cette circonscription à moitié rurale, toute la question de la gestion de l'offre en agriculture est une source de préoccupation ici. La circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier est située dans la région québécoise de la capitale nationale. Elle est composée de 2 agglomérations différentes. Portneuf, reconnu pour ses fromages fins, est plus agricole et sa population est plus âgée, alors que la MRC de la Jacques-Cartier, qui connaît une croissance rapide, est plus jeune et plus touristique. Elle compte de nombreux centres de villégiature, dont Stoneham et le lac de Lage. La base militaire de Valcartier est aussi située dans cette portion de la circonscription. Portneuf n'a jamais été vraiment fidèle à un parti. Là. Si on recule, il y a eu le Parti conservateur au fin des années 80, le Bloc en 90, un bout du Parti libéral, après ça André Arthur, après ça le NPD. Alors l'élection, c'est une surprise. Je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, notre équipe de porte-à-porte fera une distribution de notre dépliant électoral, accompagné de ce dépliant qui sera une liste des producteurs et des produits du terroir que l'on peut retrouver ici dans Portneuf-Jacques-Cartier. Je suis ici pour vous exposer la position du Bloc québécois sur la gestion de l'offre dans le contexte de la négociation du partenariat transpacifique. Signe que l'enjeu de la protection de la gestion de l'offre est important ici, 2 des candidats, le conservateur Joël Godin et le bloquiste Raymond Harvey, avaient convoqué les médias locaux pour assurer les agriculteurs et les producteurs de l'appui de leur parti. C'est une région agricole, il y a 400 fermes, il y en a à peu près le tiers, même un petit peu plus du tiers, là, qui sont dépendantes de la gestion de l'offre. Et ce sont surtout des fermes familiales, alors c'est très important. Mais tous les candidats ont pris position, le candidat du Parti libéral en premier la semaine passée. Et là, tous les candidats emboîtent les pas. Puis est-ce que les agriculteurs sont inquiets, par exemple, de la gestion ou de la position des conservateurs dans ce dossier-là? Pensez-vous qu'il y a de l'inquiétude? Bien, l'ouverture ou les barrières tarifaires amènent un petit peu là, de crainte. Là. Les agriculteurs sont inquiets de voir ce qui pourrait se passer avec le partenariat transpacifique. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la gestion de l'offre est on peut dire, pas en péril, mais est en grosse négociation avec nos gouvernements. Ce qui fait en sorte que c'est un outil qu'on tient beaucoup à cœur, parce que cet outil il permet à faire vivre soit la petite ou la bien grosse entreprise. Puis ça, c'est cet outil-là qu'on a au Québec, qui est quasiment envié dans bien des pays pour la part des producteurs qui l'ont perdu. L'affaire aujourd'hui, c'est que c'est une négociation qu'il y a avec Transpacifique qui embête beaucoup les producteurs, qui fait en sorte qu'on ne sait pas ce que le gouvernement peut nous sortir à la dernière minute.
Monsieur Harvey, on est ici présentement sur une ferme. Je sais que toute la question de la protection de la gestion de l'offre, c'est un des chevaux de bataille du Bloc québécois. En quoi votre position est différente au Bloc québécois de celle des autres partis? Bien, nous, au Bloc, on est à 100% pour la protection de la gestion de l'offre parce qu'on parle de près de 7 000 fermes au Québec qui en dépendent et près de 92 000 employés en tout. Fait que nous, notre position, c'est ferme. On est ouvert au libre-échange, mais en protégeant la gestion de l'offre. Ça, c'est indiscutable. Alors, nous, on est 100% pour la protéger. On veut protéger nos fermiers. Et ça passe par la gestion de l'offre actuellement? Oui, bien sinon, il faudrait subventionner les agriculteurs. À ce moment-là, c'est le contribuable qui va payer. Le système, il fonctionne bien, il fonctionne depuis des années, donc on ne touche pas quand ça fonctionne bien normalement. Mais il y en a beaucoup qui craignent qu'avec les pourparlers, les négociations en ce moment avec le partenariat transpacifique sur l'ouverture des marchés agricoles, entre autres, que les conservateurs ne vont pas défendre ce système-là parce qu'il y a des gens qui croient que vous allez subir des pressions, les conservateurs, de d'autres pays pour ouvrir justement la gestion de l'offre. C'est quoi votre position là-dessus? En fait, si on reçoit de la pression, les autres partis vont recevoir de la pression. L'assurance que les gens peuvent avoir du Parti conservateur, c'est qu'il y a 9 ans qu'il est passé à la table des décisions et il n'a jamais flanché. Il a toujours protégé la gestion de l'offre. Monsieur Lebel, le lieutenant du Québec pour le premier ministre, M. Harper, a confirmé, et M. Harper lui-même l'a confirmé. Alors moi, là, si j'étais un citoyen, là, j'aurais confiance aux paroles des gens qui ont livré la marchandise dans les 9 dernières années. Les gens voient comment le gouvernement conservateur agit. Ils sont très, très secrets dans les négociations des traités de libre-échange. Et on a vu qu'avec le traité de libre-échange avec l'Union européenne, il y a déjà des concessions qui ont été faites qui affectent nos producteurs. Alors quand on regarde les autres traités en négociation actuellement, les gens s'inquiètent. Mais moi, je veux défendre l'intégralité du système. C'est essentiel dans ma circonscription. La position du Parti libéral sur la gestion de l'offre me plaît parce qu'elle est claire. La position, c'est qu'on défend bec et ongle la gestion de l'offre. Comme tous les autres partis, hein? Bien, je vais mettre un bémol parce qu'il y a eu une brèche qui a été faite dans la gestion de l'offre au cours des dernières années avec l'importation de 17 700 tonnes de fromage. Avec l'Union européenne. Exact. Puis ça a vraiment inquiété les producteurs laitiers de Portneuf-Jacques-Cartier. Il faut que vous sachiez qu'ici, dans Portneuf, il y a 50 de la superficie qui est utilisée pour l'agriculture. Et dans la Jacques-Cartier, il y a 51 de la superficie qui est utilisée pour l'agriculture. Portneuf, c'est également le plus grand producteur laitier de la capitale nationale. Les fromagers. Absolument. Puis à Saint-Augustin-de-les-Maures aussi, il y a beaucoup de fermes. Moi, ça me touche donc politiquement, mais ça me touche aussi personnellement. Parce que mon beau-père est un producteur laitier de 4e génération. Quelqu'un qui va sortir d'ici va apprendre à reconnaître le bois, juste en le regardant. La personne apprend à reconnaître le bois et à le classer aussi, à lui donner une valeur. Le chef du NPD, Thomas Mulcair, avait choisi, lors de notre passage dans Portneuf-Jacques-Cartier, de faire une annonce nationale en foresterie dans ce comté, préoccupé aussi par la survie de cette industrie. J'annonce aujourd'hui que notre gouvernement va investir 105 millions de dollars sur 3 ans pour aider l'industrie à s'adapter aux nouvelles réalités, à rester concurrentielle et à prospérer au 21e siècle. Le secteur peut redevenir un vecteur d'avenir. Clairement, M. Mulcair était aussi venu pour prêter main forte à sa candidate et députée sortante, Hélène Michaud, qui n'est pas assurée de conserver son siège. Hélène fait un travail merveilleux ici depuis les 4 dernières années. Je suis tellement fier de l'avoir comme collègue. Son travail dans des dossiers spécifiques à la région, mais aussi son travail en général, parce qu'à travers le pays, elle est reconnue pour son travail en matière de défense nationale. C'est quelqu'un qui mérite la confiance, quelqu'un qui est du bord des gens de son comté. Thomas Mulcair est venu ce matin, alors ça démontre aussi que la circonscription est importante pour le NPD, pour mon chef. Est-ce que ça démontre aussi que c'est serré?
Je ne pense pas. En fait, le choix de la circonscription, une annonce pour l'industrie forestière, c'était parfait ici dans Portneuf-Jacques-Cartier. C'est une industrie qui est importante encore là pour l'économie locale, autant dans Portneuf que dans la Jacques-Cartier. Mais cette industrie-là a souffert beaucoup au fil des dernières années. Alors, c'était un endroit parfait avec l'école de foresterie et technologie du bois de Duchesnay pour annoncer les propositions du NPD pour aider l'industrie forestière. On la voit pas beaucoup pendant la campagne. Quel bilan les gens font de ces 4 ans à elle comme députée? Les gens, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles de Mme Michaud. Même il y a des maires qui trouvent que Portneuf n'a pas eu assez d'argent du fédéral pendant son mandat, moins que dans le temps d'André Arthur. Est-ce que ça pourrait lui nuire? Ça peut peut-être lui nuire parce que on la voit pas beaucoup, on l'a pas vu beaucoup. Mais aujourd'hui, moi, je venais plus pour vous entendre, en fait, savoir c'est quoi les besoins ici à Sainte-Catherine, comment le gouvernement fédéral pourrait mieux vous aider. Je sais que vous êtes assez autonome financièrement, ça va bien de ce côté-là, mais il y a sûrement des besoins quand même où nous, on peut intervenir. Là. Disons, on n'est pas dans le système de péréquation. On paye pas, par exemple. C'est parce qu'on a vu notre beau pacte fiscal hier. Le matin, on avait des discussions entre ça et moi. C'était pas nécessairement bien de bonne humeur. Mais ceci étant dit, je pense réellement que si on regarde, parce que quand même, juridiction fédérale, nous autres, il n'y a pas beaucoup de choses qui au niveau municipal. Il y a 3 places, on en parlait un peu tantôt, qui peuvent être intéressantes. Tout le côté des activités. Exemple, le rodéo. On a mis au monde, nous autres, événements Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, justement, d'être capable d'aller chercher des subventions sur certaines des activités qu'on a ici. Comme ville, on n'a pas le droit. Oui. Par contre, comme OSBL, qu'on a mis au monde, on aurait le droit. Ça, c'est une place que je pense qu'effectivement, le gouvernement fédéral pourrait nous aider en ligne droite. Justement, lors de notre passage, Hélène Michaud rencontrait un des maires de son comté pour connaître ses attentes dans cette campagne électorale. Juste le programme qu'on parle au niveau du patrimoine là, pour les événements, les festivals, ces choses-là. Là. Tu regarderas les règles pour le Canada, puis tu regarderas les règles pour le Québec. C'est complètement différent. Tu peux faire plein de choses dans les 9 autres provinces que tu ne peux pas faire au Québec. Ça, c'est peut-être une affaire où c'est le même programme. Parce que c'est ridicule. Au moins, là, tu sais, ce programme-là, vous êtes en ligne droite, puis encore là, il y a des règles différentes ici. C'est un non-sens. Non, mais ça, c'est à reviser, effectivement, assurer une meilleure équité, en fait, là, pour toutes les municipalités qui voudraient adhérer à ces programmes-là puis en bénéficier. Je vous entends bien, c'est une préoccupation plus que valide, là. Après l'enjeu de la gestion de l'offre, c'est celui du projet d'oléoduc de TransCanada Énergie Est qui inquiète le plus la population ici. C'est que les pipelines transportant le gaz de l'Alberta passeraient à travers le comté, le long du fleuve Saint-Laurent. L'enjeu de l'oléoduc TransCanada qui préoccupe aussi beaucoup les gens, la position des conservateurs, c'est d'aller de l'avant avec cet oléoduc-là. Beaucoup de gens qui craignent ça. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous les rassurez? Je ne suis pas nécessairement d'accord qu'aveuglement, le Parti conservateur va aller pour l'oléoduc. Il faut comprendre la situation. Dans un monde idéal, on ne devrait pas transporter de pétrole parce qu'il semble que c'est une matière dangereuse. Malheureusement, tous les citoyens, tous les gens qui vivent au Canada en consomment directement ou indirectement. Alors, il faut trouver le meilleur véhicule et respecter les gens du milieu et les milieux naturels pour faire du développement durable. Est-ce que c'est par citerne sur nos routes? Est-ce que c'est par train? Est-ce que c'est par bateau? Est-ce que c'est par oléoduc? Moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons la sagesse au Parti conservateur d'attendre les études et de trouver le meilleur véhicule qui va être le moins dommageable. Et je ne dis pas que c'est dommageable, mais il y a un risque et il faut être conscient de ça. Mais suite à ça, il faut trouver le meilleur véhicule pour respecter l'ensemble des citoyens et l'économie. Il y a aussi l'oléoduc qui va traverser le comté d'un bout à l'autre. Il rentre au tout début de Portneuf, puis il traverse le fleuve aux allées de Saint-Augustin-de-Desmaures. Ça, est-ce que vous en entendez? 10 km avant Québec aussi. Est-ce que vous en entendez parler de ça? Beaucoup. Beaucoup dans le coin. Les gens sont inquiets? Très inquiets. Très inquiets parce qu'on n'a rien à gagner avec ça. Je veux dire, on devient la tuyauterie d'Alberta. Le pétrole, il rentre au Québec, puis il sort au Nouveau-Brunswick, puis nous, pas une goutte ne va être consommée au Québec, pas une goutte ne va être raffinée au Québec. Le seul pétrole qu'on va avoir, c'est celui-là qui va couler dans la terre. Puis vraiment, on ne le veut pas, ça passe au-dessus de 250 cours d'eau, je pense, au Québec.
et 700 km de terre, et vraiment, on veut... Tout s'en va dans le fleuve, hein, ça coule n'importe où, puis c'est pas si ça coule un jour, c'est quand ça va couler. Ça va se ramasser dans le fleuve. Fait que nous, c'est notre cours d'eau. Nous, on trouve que notre or bleu du Québec, l'eau est beaucoup plus importante que l'or noir de l'Alberta, et c'est l'avenir aussi. Et dans quelques années, l'eau, ça va être une matière, c'est déjà une matière indispensable à la vie. Hein. Encore une fois, c'est un enjeu qui me touche de multiples façons. D'abord personnellement, parce que dans son tracé actuel, l'oléoduc passerait entre la prise d'eau de ma municipalité et l'endroit où je demeure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis père de famille, nouveau papa. C'est très important pour moi que je puisse élever ma famille à Deschambault-Grondines dans un environnement sain, avec de l'eau potable de qualité. Donc, c'est un enjeu qui me touche personnellement. Ensuite, c'est un enjeu qui me touche professionnellement parce que je suis ingénieur métallurgiste de formation, ce qui ne veut pas dire pour autant que je suis un spécialiste des oléoducs. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que personne ne peut me conter d'histoire, ni ceux qui sont pour, ni ceux qui sont contre. D'ailleurs, c'est pas à moi d'être pour ni contre. Moi, mon mandat, c'est d'écouter les gens qui m'entourent. Et le mandat du gouvernement, c'est de redonner une voix aux organismes qui sont en mesure de prendre cette décision-là. Donc, c'est important de prendre soin de nos aînés aujourd'hui parce que demain, c'est nous qui allons avoir besoin d'aide. C'est pour ça que je vais me permettre aussi de parler un petit peu de notre plan pour les aidants naturels. Donc, le plan libéral pour les aînés, en premier lieu, va se trouver à réajuster l'âge où les gens peuvent commencer à profiter de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti. Jusqu'à tout récemment, les gens pouvaient commencer à profiter de ces programmes-là à compter de 65 ans. Maintenant, les gens peuvent en profiter seulement à partir de 67 ans. Notre position, la position libérale à ce sujet-là, c'est qu'il faut absolument et immédiatement ramener cet âge-là à 65 ans. Ce n'est toutefois pas pour parler d'oléoduc que le candidat libéral David Gauvin avait convoqué la presse dans cette résidence pour personnes âgées de Donnacona. Il présentait la plateforme de son parti pour aider les aînés, un segment de la population dont on ne parle pas assez, croit-il. Dès qu'il y aura un gouvernement libéral au pouvoir, on va bonifier ces programmes-là de 10 % on va bonifier le supplément de revenu garanti de 10 % Concrètement, ça, c'est 1 000 $ par année de plus pour les aînés qui ont le plus faible revenu. M. Gauvin a aussi tenu à faire cette mise au point aux aînés qui seraient tentés de croire que son chef, Justin Trudeau, est trop jeune pour prendre le pouvoir. J'en profite pour mentionner que Justin Trudeau, malgré ce qu'on peut entendre, il a 43 ans, il a 3 enfants, c'est un père de famille qui a le cœur à la bonne place. Je vous rappelle que Stephen Harper a été nommé premier ministre à 46 ans. Donc, moi, en ce qui me concerne, je pense pas que Justin Trudeau, à 43 ans, est trop jeune pour être premier ministre du Canada. Et moi, je pense pas non plus être trop jeune pour être député de Portneuf-Jacques-Cartier. Je ne vais jamais dire à ma jeune fille qu'une femme devrait se couvrir le visage parce qu'elle est une femme. M. Harper, si vous voulez battre contre l'oppression, attaquez-vous à l'oppresseur, attaquez-vous pas à la femme, M. Harper. Attaquez-vous à l'oppresseur si vous croyez qu'il y a oppression là-dedans. Ayez le courage de faire ça. Mais ce n'est pas en privant ces femmes de leur citoyenneté et de leurs droits que vous allez réussir à les aider. Au lendemain du débat des chefs en français, un autre sujet, jusque-là absent dans Portneuf-Jacques-Cartier, s'est invité dans la campagne, le port du niqab. Puis, au niveau du programme du Parti conservateur, en terminant, moi, je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'une personne qui arrive au Canada puisse prêter serment à visage couvert? Vous savez que nous sommes le seul parti qui va mettre en place une loi. Nous, on n'accepte pas que quelqu'un qui rentre au Canada, qui veut être accepté dans la communauté canadienne, puisse le faire à visage couvert. Nous, on pense que c'est une question de principe, c'est une question de sécurité et c'est une question aussi au niveau des femmes. C'est un enjeu qui préoccupe les gens, c'est certain. J'en entends parler au porte-à-porte.
ça a été énormément médiatisé, considérant le nombre infime de femmes, en fait, qui seraient touchées par cette situation-là du niqab. Mais ce qui est important ici, c'est que avant la cérémonie, la femme s'est identifiée, elle s'est dévoilée et on a vraiment vérifié son identité. Alors pour moi, c'est suffisant et j'endosse les propos de mon chef de ce côté-là. Ce qu'on défend ici, c'est pas la nuance qu'il faut faire ici. On n'est pas pour ou contre le port du niqab. Notre positionnement n'est pas là, mais notre positionnement, c'est que c'est important pour nous de défendre les droits individuels. Et dans ce cas-ci, on défend quelque chose qui dérange, et je comprends. Étant donné que la base militaire de Valcartier se trouve dans la circonscription, le sort réservé aux anciens combattants touche particulièrement Hélène Michaud et le candidat libéral, David Gauvin. Vous êtes porte-parole du NPD en matière de défense, de militaires. Vous êtes une fille de militaire aussi, oui, je pense. Mes 2 parents ont servi dans les forces. L'enjeu, il y a une base militaire ici dans votre circonscription, à Valcartier. On ne parle pas beaucoup d'enjeux militaires. Est-ce que je me trompe? Moi, j'en entends parler. Les citoyens m'en parlent parce qu'en fait, il y a beaucoup... la base militaire de Valcartier emploie 7000 personnes environ. Alors, c'est énormément de gens qui sont touchés par ces questions-là. Et la question des F-35, de l'approvisionnement militaire, j'en entends parler. Les gens sont préoccupés, veulent s'assurer que nos militaires ont l'équipement nécessaire pour accomplir leurs tâches. Mais on me soulève aussi beaucoup toute la question des soins à nos soldats quand ils reviennent blessés de mission, les anciens combattants qui vivent des problèmes majeurs et qui sont totalement abandonnés. Alors moi, ça revient souvent dans les échanges que j'ai avec les citoyens. Souvent, au cours des dernières années, ces vétérans-là ont été traités de façon incorrecte par leur gouvernement. Puis, notre plan couvre plusieurs facettes. Les points dont je suis vraiment le plus fier, d'abord, c'est la réouverture des points de service pour anciens combattants qui ont été fermés par le gouvernement actuel. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape parce que si les gens n'ont pas accès aux services, ben les services sont inutiles. Ensuite, au-delà de la réouverture de ces 9 points de service-là, il y a également la création de 2 centres d'excellence, un dans l'Est et un dans l'Ouest, pour mieux traiter nos vétérans, surtout ceux qui souffrent de stress post-traumatique. On voit sur la pancarte, on ne voit pas en vrai. Ça fait plaisir de vous voir. Bien, on a la chance. Le comté est grand et les activités sont nombreuses. Hein, alors, on n'a pas toujours la chance de se croiser. Puis vous, j'imagine que vous mettez beaucoup de temps dans votre commerce aussi. Oui, hein? on est pas mal présent ici, pas mal à tous les jours quand on est sur le faire. Ouais. Peut-être en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que le gouvernement fédéral pourrait faire pour venir en aide aux entreprises comme la vôtre? Tout simplement couper les taxes à consommation, couper les impôts. OK. Bien, ça, une fois ça fait, la plupart des entreprises vont être capables de rouler. Oui, bien nous, je sais pas, vous avez sûrement entendu parler de la proposition du NPD de baisser le taux d'imposition des petites entreprises de 11 à 9 %. Oui. Alors, je pense que ça pourrait être quelque chose ça va qui d'ensuite peut bénéficier. Oui, bien tout à fait. On a consulté avec eux, justement, parce que vous êtes les meilleures personnes pour nous dire c'est quoi les besoins d'entreprises sur le terrain. Hein? C'est le gros problème. Mais peu importe le sujet, les candidats sillonnent le vaste comté pour tenter de convaincre les électeurs de voter pour eux. La lutte s'annonce serrée. Bonjour. Bonjour, je suis David Gauvin, candidat libéral dans Portneuf-Jacques-Cartier. Vous êtes madame? Joanne Martin. Bonsoir, madame Martin. Il y a le libéral aussi qui pourrait causer une surprise. Là, ah oui, vraiment? Le Parti libéral a fini 3e à la dernière élection. Peut-être qu'il pourrait mieux se classer cette année. En tout cas, dans la région Portneuf, là, le candidat est là sur le terrain depuis plus d'1 an. Justin Trudeau est venu l'année passée pour l'accompagner. Et on pourrait causer des surprises. Pourquoi les électeurs voteraient pour vous? Parce que l'avantage que j'ai comparativement aux 3 autres, c'est que moi, j'ai un bagage d'expérience qui a fait en sorte que j'ai vécu. Je suis un entrepreneur, j'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé dans le public, j'ai travaillé au niveau politique, j'ai travaillé dans l'opposition et j'ai travaillé au pouvoir.
Alors, il faut comprendre les opérations, les stratégies pour faire avancer les dossiers. Mon travail de député, c'est de faire en sorte que le dossier qui est en dessous de la pile chez les professionnels du gouvernement, c'est de faire en sorte de leur rappeler que le dossier est important et prioritaire pour qu'ils le traitent en priorité. Et quotidiennement, il y a des dossiers qui s'ajoutent sur la pile. Et moi, mon travail de député, c'est de remettre le dossier sur la pile. Et ce que j'ai dit quand j'ai fait la tournée des 28 maires des 28 municipalités, c'est une grande municipalité, ce que je leur ai dit, c'est que moi, je suis un facilitateur. C'est surprenant parce que moi, au contraire, j'entends des citoyens. On n'a jamais vu une députée aussi présente dans la circonscription depuis 10 ans. Les gens apprécient mon travail et c'était une priorité pour moi, en fait, d'être près des gens, de participer aux événements de la communauté, rencontrer les gens d'affaires, les citoyens, les organismes, les élus municipaux. Je l'ai fait pendant 4 ans et je continue. Alors, peut-être qu'ils ne fréquentent pas les mêmes endroits que moi, mais moi, j'ai la chance de rencontrer les citoyens régulièrement depuis 4 ans. Puis dans votre circonscription, ici, dans Portneuf, ils sont où, les souverainistes, surtout? Bien, c'est difficile à dire, là, mais d'après nous, qu'est-ce qu'on voit, c'est surtout en campagne, en région. Oui. Parce que quand on arrive vers Québec, il y a toutes sortes d'influences des médias et les radios là-bas qui sont les plus radios, c'est quelque chose là-bas, oui, très conservateur, très à droite. Puis pensez-vous ça que ça a vraiment une influence sur les électeurs? Je pense que oui. Difficile donc de dire dans quelle direction iront les électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier le 19 octobre prochain.